Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Alors, salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à ce balado Jouer comme une fille. Déjà le 14e épisode d'une longue liste parce que vous aimez ça. Vous êtes plusieurs milliers de personnes à toutes les semaines à nous regarder sur YouTube, sur Facebook, sur le site des Galaxions, à Galaxion qui est le partenaire, qui est le fournisseur, c'est l'organisme qui nous permet ce balado. Et bien sûr, vous nous écoutez aussi sur Spotify, sur Balado Québec et sur d'autres plateformes audio. Bref, on est partout, on aime ça, on parle de la situation des femmes dans le monde du sport, surtout au niveau décisionnel, mais de tous les aspects finalement. Et aujourd'hui ne fait pas exception. En fait, on va plus loin. Guylaine Demers, bonjour. Salut Marc. Guylaine, parle-nous de Francine Descaries. Je pense que c'est vraiment quelqu'un que tu tenais à avoir dans l'émission et qui pourtant, pour le monde du sport, peut-être que je représente ici, ne nous dit pas assez. De que c'est. De que c'est, Francine Descaries. Alors, pour moi, écoute, Francine, je l'ai rencontrée dans le cadre de mon travail de prof à l'Université Laval, Oui. où il y avait différentes activités féministes, parce que, comme je disais, moi, c'est quand j'étais à l'Université d'Ottawa que j'ai appris qu'on avait une chaire en études des femmes à l'Université Laval. Okay. Alors, quand j'ai eu un poste à l'Université Laval, j'ai dit là... La première chose que j'ai faite, je suis allée cogner à la chaire. J'ai dit « You, je suis en sport et je suis féministe, tu sais, coucou. » J'ai d'affaires ici. Ben oui, j'ai d'affaires ici. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu le privilège de rencontrer Francine dans différents congrès, événements, des réunions d'équipe. Oui. Et pour moi, ça a toujours été une femme extrêmement inspirante et comme ce que je dis, les vrais féministes, une femme extrêmement humble, extrêmement généreuse de son expertise. Il n'y a pas de game de pouvoir. La cause est définitivement plus grande qu'elle. Alors, c'est un privilège de l'avoir. Puis j'avais le goût d'avoir un regard extérieur au sport. Au sport, oui. Sur ce qu'on fait pour des fois peut-être nous brasser un peu la cabane. Là. C'est une très bonne idée. Elle est avec nous, Mme Descaries. Bonjour. Bonjour à vous deux. Hey, merci. Content d'être avec vous. Oui, on est très, très fiers que vous soyez avec nous et pour le bénéfice de nos auditeurs et téléspectateurs. On dit tout ça? En tout cas, les gens qui nous regardent sur Internet. C'est ça. Faites-le où vous voulez, mais regardez-nous. Oui. Rapidement, directrice du Réseau québécois en études féministes, figure de proue en féminisme au Québec, professeure du département de sociologie à l'UQAM, et lauréate en 2019 du prix Marie-André Bertrand, un prix qui est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec à une personne dont l'envergure et la qualité des recherches en sciences humaines et sociales ont mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations sociales. Bref, vous êtes hyper qualifiés dans un domaine qui nous est cher, évidemment. Oui, c'est femmes et sport, mais c'est femmes en général. Beaucoup de similitudes dans les problèmes partout. Et c'est sans doute ce que vous constatez, les problèmes en sport sont aussi les problèmes de la société, si on veut, ou les enjeux. Oui, écoutez, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire, Marc, en disant que la plus grande innovation sociale, ce serait peut-être l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Ce serait fantastique, hein? Et Vlan, ça commence comme ça. Ça dit dans une phrase, on aime ça comme ça. Oui, parce que, écoute, Francine, la semaine passée, j'écoutais à la télé... le docu-fiction un peu avec Chantal Lamarre, Madame veut se faire remarquer, dans lequel tu as été interviewée, entre autres. Oui, c'est vrai. Et puis j'invite les gens à aller le voir parce que on rit, mais en même temps, il y a des bouts qu'on ne rit pas parce que finalement, il y a des choses qui n'ont pas changé tant que ça. Oui, ça a évolué, mais c'était un peu ma première question. Qu'est-ce qui a le plus changé justement dans cette relation homme-femme, égalité homme-femme au Québec? Puis peut-être disons qu'on parle de l'année 2000, là, c'est sûr que dans les années 60, c'était... Moi, je disais, je voulais jouer au hockey, j'ai pas pu. Ouais. Là, maintenant, les filles peuvent jouer au hockey. Mais si on regarde dans cette relation-là, les plus grandes percées, innovations ou avancées, puis ce qui reste à faire un peu... Mon Dieu. Je sais que tu pourrais en parler. On pourrait commencer en disant que l'an 2000 a été l'année de la Marche mondiale des femmes.
et que l'existence même de cette marche-là a révélé effectivement qu'il y avait maintenant une base très solide pour porter les revendications des femmes, mais qu'il restait énormément de problèmes encore à régler du point de vue de la question de la violence faite aux femmes, Ah oui. du point de vue, si vous voulez, aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes et aussi de l'égalité économique et pour certaines sociétés, de l'égalité sociale et citoyenne. Alors effectivement, quand on parle à partir de l'an 2000, les situations ne sont pas les mêmes pour toutes les sociétés que l'on observe. Mais parlons de nous, hein? Parlons de nous ici au Québec. Et donc, je pourrais dire que depuis l'an 2000, il y a encore eu des progrès remarquables. Peut-être pas des progrès, il ne faut pas appeler ça dans une logique d'évolution, mais il y a eu des avancées remarquables qui ont été faites par les femmes et que ces avancées-là, bien qu'insuffisantes, ont quand même élargi, si vous voulez, l'espace occupé par les femmes depuis l'an 2000, si vous voulez. Il y a un espace occupé tant au niveau artistique que sportif, que culturel ou que scientifique. Et que de ce point de vue-là, je dirais que euh, le plus grand le plus grand progrès qu'on a fait, c'est possiblement ce que je dirais l'apparition du féminisme 2.0, c'est-à-dire un féministe qui a élargi sa base d'auditrices et j'espère bien d'auditeurs, et un féministe qui a rendu évidente que, par exemple, la violence faite aux femmes n'était pas un problème individuel, mais un problème collectif. Je pense qu'avec des événements comme MeToo, Balance ton porc et toutes les autres initiatives de ce genre-là, je pense que on a réussi à atteindre une couche de la société que nous, les féministes bien patentés, ou nos discours bien patentés, ne réussissaient pas à rejoindre. Et si on permettait, je dirais presque, quelquefois, j'ai l'impression que le féminisme est redevenu à la mode et que dans la foulée, si vous voulez, de participation de différentes personnalités connues et de vedettes, c'est de bon ton maintenant de se dire féministe, alors que je pourrais vous dire qu'en l'an 2000, c'était pas très, très bienvenu de nous dire féministe parce que dans le fond, on associait ça à guerre avec les hommes, on associait Ouais. ça avec volonté de prendre du pouvoir qui, en principe, ne nous revenait pas de droit. Mais je dirais qu'avec ces mouvements de démocratisation, donc mon féminisme 2.0, on assiste à quelque chose de nouveau. Plus de femmes, partout et dans tous les milieux sociaux, prennent conscience que l'inégalité sociale que subissent les femmes sont inacceptables, sont inéquitables. Et je dirais donc à ce moment-là, pour moi, un autre phénomène qui est lié à celui-là, mais qui est préalable à celui-là, il y a une notion dont on ne parle pas souvent pour moi et qui est celle de mixité. Depuis l'an 2000, de mon point de vue en tout cas, on n'observe plus de mixité dans les espaces publics. Tant les espaces, je me répète, tant professionnels que culturels que sportifs, et même si les femmes continuent d'être largement sous-représentées dans les espaces décisionnels, malgré les progrès réalisés, je considère qu'il s'agit d'un changement majeur. C'est sûr que le plafond de verre et le plancher collant, il existe encore. Plancher Mais collant. dans une certaine mesure, il y a plus de fissures maintenant. Et ces fissures-là nous donnent l'occasion d'avoir des modèles. Ces fissures-là nous donnent l'occasion de voir que les choses sont possibles. Ces fissures-là nous rendent compte qu'il est intéressant d'avoir des femmes dans des lieux de pouvoir, dans des lieux décisionnels, dans des lieux de création de savoir ou dans des lieux créatifs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le milieu du cinéma, par exemple, et c'est un peu éloigné du milieu sportif, mais dans une certaine mesure, la question qu'on se pose toujours, c'est comment il se fait qu'une société peut se passer de l'imaginaire des femmes? Comment il se fait qu'une société peut se passer de la contribution des femmes et sans tomber dans un différentialisme ou dans un naturalisme que je rejette totalement, comment peut-on se priver du point de vue des femmes?
de leur expérience. Et ça, pour moi, ça a toujours été la question que je me pose. Comment la société s'organise pour trouver correct, pour trouver équitable de se passer des femmes? Très bien dit. Mais tu vois, pour moi, ça vient. En fait, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent faire des ponts très directs avec notre réalité en sport, parce que le balado, en fait, depuis qu'on l'a commencé, cette idée de dire on ne peut pas se passer de 50% du potentiel d'une population, c'est C'est impossible. ça. Et C'est que ça. effectivement, plus il y a de diversité, tout le monde y gagne. Et ça, c'est démontré. Alors, si on a plus de femmes, il y a plein de choses de décisions qui vont se prendre différentes, qui vont aussi Oui, servir les hommes. Alors, comme tu disais, Francine, c'est pas un contre l'autre, mais c'est la complémentarité, l'addition des points de vue différents, des expériences différentes font en sorte qu'on enrichit le système. Puis en sport, ça fait c'est partie ça. des arguments de dire, mais voyons, ça se peut pas que les décisions qui se prennent autour des tables soient toujours avec cette perspective masculine de l'expérience Mm. d'un gars en sport. Moi, j'ai une Si tu question. me permets Oui, d'ajouter allez-y, quelque allez-y. chose à cela, Guylaine, Guylaine, je te dirais que aussi, euh, un des grands, grands changements pour moi, puisque c'était la question initiale que tu me posais, un des grands changements que je considère qui a un impact formidable sur la vie des femmes, c'est le fait que d'autant depuis l'an 2000, il est possible pour les jeunes femmes de penser à un projet de vie sans nécessairement se penser à l'intérieur d'un rôle traditionnel. Et je te dirais même sans nécessairement se penser à l'intérieur de relations traditionnelles. Et ça, pour moi, ça ouvre tout un univers de possibles. Ça permet aux femmes de se penser autrement. Je ne dis pas que les femmes ont cessé, et ça demeure qu'une contrainte, de se penser d'abord en termes de mère ou d'aidante. Mhm. Mais je te dis qu'avec le renforcement des perspectives féministes, on est arrivé à dissocier quand même l'identité femme de l'identité mère. Mhm. Et en permettant cette dissociation-là, c'est évident qu'à ce moment-là, les choix, les orientations qu'on va prendre peuvent être fort différentes. On a encore énormément de chemin à faire pour ce qui est, par exemple, du partage des responsabilités familiales, du partage de la charge mentale de la famille. Mais disons que, de toute évidence, si on regarde les statistiques, les jeunes femmes actuellement ne pensent pas beaucoup à la maternité avant l'âge de 30 ans. Mhm. Donc, ça donne quand même un espace de réalisation. Ça donne aussi un espace pour se définir autrement qu'à travers un projet familial. Et pour moi, ça, si tu me demandes c'est quoi les grands changements, je dirais mixité, mais aussi possibilité de se penser autrement, de se penser en termes d'un projet de vie. Mhm. Le constat en sport, pour vous qui n'êtes pas du monde du sport, est-ce qu'il évolue au même rythme que la société en général, ou il prend du retard, ou il est en avance? Ben, si on parle de mixité, on peut peut-être se vanter que maintenant, il y a des équipes de soccer qui sont mixtes. On peut peut-être se vanter qu'il y a quand même des mouvements transnationaux pour que les athlètes professionnels reçoivent une rémunération plus équitable. On, on peut surtout se vanter que les parents et les éducateurs considèrent maintenant qu'il est aussi important de former nos jeunes femmes à l'effort physique, à l'activité physique, qu'il est normal et important de former les garçons. Où ça m'inquiète davantage, c'est au point d'impact de l'adolescence, où encore les jeunes femmes sont fortement marquées par les attentes qui se leur sont adressées, par les prescriptions tant qu'à leur apparence corporelle, les prescriptions tant qu'à leur relation avec les autres. Et dans mon temps, vous savez, on disait, il ne faut pas qu'une fille montre qu'elle est trop intelligente, il ne faut pas qu'une fille montre qu'elle est trop Très fort, forte. ça. Je pense que ça, c'est Ouais. fini. Je suis pas certaine que cette perception-là est complètement disparue de notre imaginaire collectif. Et je pense que cette perception-là alimente encore des préjugés inconscients chez bien des personnes où on considère que c'est quand même un peu moins important que les filles fassent du sport que les garçons. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'handicap majeur qui perdure encore. La non-confiance en potentiel féminin pour se réaliser à l'intérieur du monde du sport. Mais je me réjouis quand même, par exemple, de la popularité des vedettes au tennis.
j'ose espérer que ça alimente nos jeunes filles pour les inciter à jouer au tennis. La même chose actuellement au golf. Mhm. Le hockey, on a beaucoup plus de difficultés, mais on voit quand même que les équipes de hockey, il y a une équipe canadienne de Oui. hockey, je ne sais pas où on en est rendu là-dessus, Ben, à j'ai pas chaque suivi 4 le ans. dossier dernièrement. Ah C'est oui. ça. Mais bon, ils demandent un salaire tout de même, c'est Oui, déjà quelque chose. oui. Le sport ne serait plus qu'un seul débouché professionnel pour les garçons, mais pourrait aussi l'être pour les filles. Mais là, vous savez, les retards historiques, là, ça se rattrape pas en 5 ans, en 10 ans, en Non. 15 ans. Ça prend énormément de temps, mais je dirais que si on n'arrête pas de considérer qu'il y a problème, si on n'arrête pas de considérer qu'il y a une situation à corriger, on devrait arriver en quelque part. Mon problème à moi, c'est que trop souvent, et c'est la même chose peut-être en sport, on a l'impression que les problèmes sont à peu près réglés. Mhm. Pour emprunter une expression de ma collègue Christine Dilfi, on a un peu l'impression que l'égalité est déjà là. Ben, elle n'est pas déjà là, l'égalité là. Et ça, je trouve que ça réduit énormément les efforts qu'on est tenté d'initier et ça réduit aussi l'adhésion à nos Ouais, efforts. je comprends. Mhm. Et cette idée-là que maintenant, tous les possibles sont là pour des jeunes femmes, surtout des jeunes femmes des majorités, il est bien évident que ça mine les efforts qui sont faits pour promouvoir, par exemple, des actions positives. En tant que vieille féministe, je vous dirais que j'ai souvent entendu l'expression, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pensez pas là, que vous en avez eu assez? Oui, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'accorder l'attention à autre chose? Ben, moi, je réponds toujours non. Parce que tant que le patriarcat est là, il est important de considérer qu'il y a un problème. Et je suis très consciente que le problème est différent aussi selon la classe sociale à laquelle vous appartenez, selon le groupe ethnique, la minorité à laquelle vous appartenez, si vous avez des handicaps ou non. Mais il en demeure pas moins que globalement, les femmes sont sous-évaluées et sous-représentées dans l'univers sportif comme dans bien d'autres univers. Et pour moi, ben, ça mérite qu'on milite encore et puis que des personnes comme Guylaine soient toujours en action et nous proposent de nouveaux projets à cet effet. Mais en fait, Non, Marc, mais je trouve ça pas mal le résumé de nos 13 premiers balados. oui, c'est ça. Parce que, en fait, tu vois, dans les questions que j'avais, oui, on est tout à fait, on reconnaît qu'il y a eu des avancées. Bon, je reviens avec mon exemple de certains sports que je voulais faire quand j'étais petite puis que je ne pouvais pas parce Ben que oui. c'était juste pour les garçons. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de choix pour les filles. Mais effectivement, l'importance qu'on y accorde, il y a toutes sortes de messages et je voulais t'amener un peu sur le terrain. En 2010, le Conseil du statut de la femme avait publié le fameux rapport entre le rose et le bleu. Et moi, Que je j'ai écrit. l'utilise, oui, c'est ça, effectivement. Et je l'utilise beaucoup dans mes cours parce que les étudiants, surtout ceux qui choisissent, dans mon cas, de faire un bac en coaching, en sport, fait Ouais. qu'on a à peu près 36 38 de filles qui sont dans ce programme-là. Bon an, mal an, là, c'est assez stable. Mais comme fille, si tu as choisi de faire une carrière en sport, c'est parce que l'expérience que tu as eue, c'était positif. Hein? Tu ne choisis pas une carrière en sport si ça a été un peu merdique, là, ce que tu as vécu. Peu importe, c'est ça, exact. Et donc, elles n'ont pas conscience du chemin qui a été fait, puis ce que c'était avant, et même comment elles ont intériorisé plein de biais aussi. C'est incroyable. Puis c'est la même chose du côté des garçons. Et quand je leur présente, puis je leur fais même lire le guide, mon Dieu, de la bonne épouse, je ne sais pas trop, là. Écoute, là, Ah oui, ils tombent ils n'en reviennent pas, là. Puis là, je dis, bien, puis ça fait pas 100 ans, là. Non, non, C'est quand c'est même ça. relativement récent. Ouais. Mais le fameux rapport entre le rose et le bleu qui était vraiment centré sur les stéréotypes sexuels, entre autres. Et ma question, c'est est-ce que ça a changé tant que ça depuis la publication de ce rapport-là en 2010, la façon dont sont socialisés nos petits gars et nos petites filles encore au Québec?
Ben pour moi, c'est une question centrale. C'est la question de la socialisation des filles et des garçons. Et dans une certaine mesure, cette socialisation au féminin et au masculin, en dehors de quelques groupes qui contestent également le féminin et le masculin, se fait encore, je dirais, de façon assez traditionnelle. C'est assez facile, par exemple, de rentrer dans un magasin de meubles pour enfants pour vous apercevoir qu'on n'offre pas les mêmes jeux aux enfants, les mêmes meubles ou les mêmes couvertures de lit pour les petits garçons et pour les petites filles. Donc, en fait, quand on parle de socialisation, on parle du processus à travers lequel un enfant ou une enfant, si on peut féminiser le terme, apprend qui elle est et apprend à vivre dans sa société et apprend aussi les normes, les règles, les attentes que cette société dirige vers elle ou vers lui. Et ça, malheureusement, ça n'a pas tellement bougé, comme je dirais, hors de certains sectes où la prise de conscience est très forte. On va parler, par exemple, des pays scandinaves où on tente de faire des éducations non genrées, etc. Mais moi, je dis, il faut regarder notre propre réalité. Et notre propre réalité, elle est encore rose et elle est encore bleue. Et dans ce sens-là, bien qu'on sache que les garçons maintenant, ils peuvent pleurer, bien qu'on sache maintenant que les garçons peuvent manifester plus d'affection ou de sentiment d'émotivité, il est évident qu'on destine encore les petites filles à prendre soin. On destine encore les petites filles à paraître. Et pour moi, la formule, si vous voulez que je sois très brève, pour moi, la formule, c'est on est encore dans le paraître pour les petites filles et on est encore dans l'action pour les petits garçons. Et en ce sens-là, que ce soit au niveau des jeux, c'est catastrophique les jeux, parce que dans une certaine mesure, on construit nos attentes. Et c'est certain qu'il y a des programmes de télévision qui sont très progressifs et des jeux éducatifs qui sont très progressifs. Mais il y a 150 ans de jeux ou de programmes ça fait pas 150 ans que la télévision a été inventée non plus, là, mais il y a 50 ans de télévision qui, elle, reproduisait des stéréotypes sexuels et qui s'y est encore en marche. Et c'est de tous les points de vue qu'on apprend aux petits garçons à être forts, courageux, indépendants, rationnels. Et ce ne sont pas des qualités qu'on assigne immédiatement aux petites filles. Et dans ce sens-là, bon, ben, qu'est-ce qu'il leur reste à elles? Ben, il leur reste à être sensible, il leur reste à être consciente des autres, il leur reste à être attentive à leur réalisation de soi. Et on forme encore du féminin et du masculin ancré dans une stéréotypie. Et cette stéréotypie-là, même si elle n'est plus explicite, je pense qu'au Québec, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Il y a beaucoup moins d'exemples de processus de socialisation explicitement stéréotypés. Mais il y a encore tout ce qui est sous-tendu, il y a encore tout ce qui est produit à travers notre mode relationnel, à travers nos attentes. Est-ce qu'on ne dit pas encore aux petites filles, ça serait mieux que tu ne sois pas dehors après 10 heures le soir parce que c'est risqué pour toi. Et on n'a pas la même admonition pour le petit garçon. Est-ce que les parents ne sont pas plus indulgents par rapport à un petit garçon qui est plus bruyant, alors que pour une petite fille, on considère que c'est un comportement à corriger. Est-ce que quand un petit garçon arrive, on n'a pas tendance à le prendre dans nos bras et l'envoyer en l'air ou faire un geste d'action avec lui, alors que la petite fille, on va spontanément lui dire qu'elle est très jolie dans cette nouvelle robe que maman lui a achetée, ou la prendre dans nos bras et la serrer dans nos bras. C'est des gestes insignifiants qui, un à un, n'ont pas de signification, mais qui, quand ils sont pris dans un ensemble, construisent finalement notre représentation du féminin et du masculin. Et pour moi, c'est évident que tant que la psychologie populaire aussi nous enverra ces images du féminin et du masculin campées dans une stéréotypie effrayante. Madame, sauvez votre couple. Madame, comment prendre soin des autres? Madame, soyez attentive aux besoins des autres, etc., etc. Je ne le vois pas beaucoup dans les magazines masculins. Et tant que les pages des magazines féminins porteront 2 tiers sur des produits de beauté, comment les jeunes filles peuvent-elles penser qu'elles sont en dehors de cet univers-là et que si elles acceptent d'être en dehors de cet univers-là, elles ne seront pas marginalisées par rapport à la société. Alors, dans le fond,
on brise les barrières. Oui, on a des comportements différents, mais oui, on a des attentes maintenant différentes à l'égard des filles et des garçons, mais des attentes aussi conjointes. Je veux dire, les filles sont maintenant plus nombreuses à l'université que les garçons, par exemple. Mais ça, c'est un progrès extraordinaire, mais qui apportera pas les conséquences voulues si on continue de ne pas régler le problème de l'articulation famille-travail. Si on ne résout pas le problème de la sollicitude que les femmes exercent à l'égard de la société, etc. Alors, c'est un phénomène très, très complexe où il y a énormément d'avancées et je crois que ces avancées-là, elles sont là pour durer, mais elles demeurent toujours fragiles parce qu'on a de la difficulté à se penser autrement que dans la différence. Oui. Puis en fait, ça m'amène, parce que pour moi, j'ai toujours et je pense que le sport peut être un outil incroyable. Excusez le terme anglais d'empowerment, parce que le terme en français, autonomisation ou j'ai de la misère, là. Prise de pouvoir. Prise de pouvoir, en fait. Parce qu'effectivement, c'est bien documenté par la recherche comment les filles, effectivement, qui ont fait du sport compétitif organisé, comment ces jeunes femmes-là, plus tard, ont vraiment appris à développer leur leadership, à exprimer qui elles sont, prendre leur place. Oui. Alors, autant, puis en fait, la contrepartie, c'est le fait qu'il y a plusieurs filles qui, finalement, vont s'exclure du sport parce que elles vont davantage être centrées sur leur paraître. Donc, il ne faut pas que je transpire trop, il ne faut pas que j'aie trop de muscles, il ne faut pas que j'aie l'air trop masculine parce que ce n'est pas ce que la société attend de moi. Alors, il y a des filles fin primaire maintenant qui abandonnent la pratique sportive à cause de ça. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, qu'on a un outil incroyable pour justement le pouvoir des jeunes femmes et qu'elles puissent prendre leur place. Mais comme tu dis, Francine, c'est sûr que ça commence avec la socialisation. Tu sais, on a des... je donne l'exemple. Moi, je coachais en basketball. Puis quand la position défensive en basketball, là, on a les jambes écartées, puis il faut prendre de l'espace. Ah oui. Demande à une fille d'écarter ses jambes et ses bras. Tu vas voir que ça va ressembler, pour ceux qui nous écoutent, là, je viens de me fermer les jambes et les bras parce que J'ai jamais remarqué ça. comme fille, là, tu n'apprends pas à utiliser ton corps dans l'espace. Tu apprends à ne pas prendre d'espace. Puis, tu sais, tu grimpes pas trop haut, tu sais, cours pas trop vite. Fait que moi, pour que les filles deviennent confortables à s'écarter les jambes, en étant big, prendre la place, là, ben, ça prend du temps. OK. Ouais. Ça prend une mise au point. Puis c'est là où le coach masculin ne comprend pas ça. Non. Puis c'est pas parce qu'il veut pas comprendre, mais il comprend pas la réalité de la fille qui, toute sa vie, s'est fait dire, au contraire, de ne pas déranger dans l'espace. Le petit gars apprend très vite à grimper, à sauter. Vas-y, plus haut, t'es capable. Alors que la fille, attention, tu vas te faire mal. T'es sûr? Tu sais... Fait que tout ce rapport au corps est extrêmement différent. Oui. Mais pour moi, tout part de l'éducation, c'est ça que je comprends. C'est qu'au départ, si on a les bons outils, puis on enseigne les bonnes choses, ces problèmes-là seront moins évidents plus tard. On aura fait un grand pas de géant. Ben, je dis toujours que... Excuse-moi, vas-y. Non, je dis toujours qu'on ne peut pas déconstruire 2000 ans de socialisation aussi rapidement que ça. Mais qu'effectivement, quand tu mentionnes, Guylaine, le travail d'équipe, l'apprentissage du travail d'équipe, alors que très souvent, on a souvent dit, nous, tu te rappelleras dans nos premiers écrits, à quel point on formait les filles à être seules et même on écrivait les filles sont en compétition les unes avec les autres pour l'attention des garçons, etc., etc. Alors, minimalement, le travail d'équipe, la collégialité, ou faudrait-il dire la sororité, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'aime beaucoup ta question on pourrait parler du woman spreading. Hein? Oui. Il faudrait que les femmes aussi prennent leur place dans l'autobus. Il y a même eu des mouvements, tu sais, qui ont été initiés effectivement pour apprendre aux femmes à marcher de façon plus absolue,
comme je dirais, plus affirmative. Et c'est très difficile pour certaines femmes de le faire parce que, comme tu dis si bien, on leur a appris à se tenir en réserve, à ne pas prendre trop de place. Mais pour moi, ce qui est certain aussi, si on parle du corps, c'est que le sport donne aux femmes quelque chose qui leur avait été absolument interdit, c'est-à-dire la capacité de faire d'autres choses avec leur corps. Et ça, pour moi, ça devient très important. Ce corps n'est plus simplement un corps sexuel ou un corps maternel, mais il peut être un corps outil de performance, outil de bien-être. Et ça, pour moi, je pense que c'est aussi une dimension importante dans ce que tu mentionnes. Mais si je peux juste donner un petit exemple, et vous le couperez au montage, si vous voulez bien. Quand on parle de socialisation, mes filles étaient dans une équipe de hockey sur gazon et comme par hasard, c'était mon conjoint qui était le coach et pas moi. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, et mon mari ayant coaché par ailleurs pendant 10 ans des équipes de garçons, et n'étant jamais arrivé à cette situation-là, n'ayant jamais connu cette situation-là, à chaque partie, c'est peut-être pas des tournois, là, je comprends, mais à chaque partie, il manquait toujours des filles. Et la raison pourquoi il manquait des filles, c'est ma tante est venue cet après-midi, puis je ne l'ai pas vue depuis 3 mois. Ou bien on faisait un gâteau dans cet après-midi. Je me rappelle, mon mari était très déconcerté par ces affirmations-là, parce il comprenait pas que des parents là ne comprennent pas que leur fille était engagée dans une équipe, que leur fille était nécessaire à la participation au sein de l'équipe et dans une certaine mesure. Je donne cet exemple-là, pas pour blâmer les parents, mais pour montrer à quel point le fait que l'on n'accorde pas la même importance au sport quand c'est une fille et quand c'est un garçon est révélé par cet événement-là. Et que ça, c'est des choses qui sont facilement corrigeables. Je pense qu'elles se corrigent de plus en plus parce que de plus en plus, on croit au potentiel des femmes, mais c'est des préjugés involontaires ou c'est des comportements involontaires qui demeurent très, très difficiles à effacer de notre tissu social. Puis moi, une des dernières questions que j'avais, c'est moi, ça m'a tout le temps intriguée. Admettons, je vais sur le réseau québécois des chercheuses féministes, le REQEF, je regarde les membres. Ah oui. Si tu cliques le mot sport, il y a juste mon nom qui sort. T'es la seule. C'est fou. Une chance que tu es là, hein? Ben, oui, mais en fait, oui puis non, parce que, ben oui, une chance, je suis là, mais ça m'a toujours intriguée. Oui. Comment ça se fait que, encore assez régulièrement, il faut que je fasse signe en disant « Hey, le sport aussi, ça fait partie des études féministes. » Puis pour moi, le sport, c'est tellement un outil hallucinant. Fait que je me suis toujours posé la question, comment ça se fait, qu'on n'est pas plus, et comment ça se fait que même du côté des études féministes, c'est vraiment pas système. En fait, on y pense pas vraiment beaucoup au sport. Est-ce que le sport est banalisé? Je ne sais pas. J'avais le goût de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as un début d'explication ou c'est juste comme c'est là? Je ne veux pas revenir à la question de la socialisation inopinément, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Je pense que si on regarde l'évolution féministe, on s'est d'abord posé la question de l'inégalité citoyenne. On s'est posé la question de l'inégalité sur le marché du travail. Après ça, on a travaillé sur l'accès des femmes à différentes ressources, l'accès des femmes, participation et représentation politique. Et je dirais qu'à chaque fois, ça a pris des modèles, puis ça a pris des personnes qui ont mis les thématiques sur la plateforme ou sur l'agenda féministe. Et je pense que possiblement, en raison des performances des jeunes filles, par exemple dans les écoles primaires et secondaires maintenant, des transformations au niveau de l'éducation physique. On va peut-être arriver bientôt au sport, Guylaine, mais ça prend vraiment, je dirais, des initiatrices. Et là-dessus, je pense que ton rôle est primordial et je suis assez certaine que d'ici 2, 3, 4 ans, il y aurait quelques jeunes femmes qui voudront
s'y consacrer. Mais effectivement, on dirait que dans les études féministes comme ailleurs, il y a des modes, il y a des regards qui sont dominants à un moment donné ou un autre. Pour ma part, je me rappelle d'avoir été l'évaluatrice sur une thèse de maîtrise d'une étudiante qui a maintenant presque 20 ans qui s'est penchée sur la question femmes et sport. J'ai une autre étudiante que j'ai dirigée qui a posé cette question-là aussi il y a une dizaine d'années. Mais faut croire que ces étudiantes-là ne se sont pas rendues au bout d'un parcours qui aurait permis, si tu veux, d'ouvrir le champ scientifique de l'étude de la participation des femmes au sport, mais j'ai bonne confiance que dans la mesure où, comme tu le dis, le sport pourrait être un révélateur très, très intéressant, à la fois, effectivement, des avancées comme des barrières. Je pense qu'il s'agit simplement de continuer à favoriser cette lecture-là. Et on pourrait être surprise, on pourrait le faire au Réseau québécois si ça t'intéresse, on pourrait être surprise, par exemple, d'ouvrir une proposition de rencontre sur le sujet et on pourrait peut-être avoir d'agréables surprises quant à des étudiantes graduées ou ça qui s'intéressent à cette Mais là, on question-là. va avoir un Mais numéro oui, je spécial. comprends. Mais tu sais, moi, pour t'encourager, je te dirais que en ce moment, je considère toujours que la maternité, qui est mon champ d'expertise premier, est un problème fondamental et c'est une question qui doit continuer à être adressée pour qu'on arrive à une véritable égalité de fait entre les hommes et les femmes dans le domaine privé et dans le domaine public, ça ne se passera pas tant que dans le domaine privé, on n'aura pas réglé beaucoup de questions. Ben, je te dirais que la maternité, en ce moment, qu'il n'est pas à la mode non plus. Alors, il y a des moments où on peut susciter des questions et je te Ben, dirais que écoute, c'est c'est tellement. de notre ressort de le faire. Ouais, puis c'est très, très présent en sport. Écoute, pas plus tard, la semaine passée, on avait un panel que Marc animait sur Femmes et Sport pour les 50 ans du pavillon des sports à l'université. Et on parlait des femmes entraîneurs et tout ça. Et tout de suite après, j'ai eu un message d'une entraîneur qui était à un haut niveau, que j'ai mentoré dans un autre contexte, qui est elle-même mère de 3 jeunes enfants et qui essaie de pallier le coaching. Puis elle me disait qu'elle dit, j'ai pleuré presque tout le long en vous écoutant. J'avais l'impression que vous parliez de moi. Ah oui, hein? Puis elle me disait aujourd'hui, là, en 2021, qu'avec son organisation, qu'elle essaie de faire progresser pour cette conciliation coaching, oui. famille. Et elle est perçue comme quelqu'un de très dérangeant. À chaque fois qu'elle en parle, puis elle dit là, c'est sûr que les gens, ils font attention parce que tu sais, tu veux rester, ça paraît mal. Ouais. Mais elle est au point où elle pense abandonner, alors que c'est une des très rares femmes à ce niveau-là. Donc, on parle d'athlètes de niveau olympique, là, Coupe du monde, championnat du monde. Puis là, je me dis, mais ça se peut pas, là. Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et pour moi, c'est effectivement, puis ce que j'ai dit, écoute, là, il faut qu'on fasse un projet pilote. Il faut que je brasse des organisations, puis il faut qu'on soutienne les organisations, qu'on leur donne des solutions, parce que là, clairement, il y a un blocage. Puis là, elle est vraiment perçue comme dérangeante. C'est peut-être difficile à dire, Guylaine, mais je pense qu'on doit demander à ces femmes qui ont déjà brisé certaines barrières, qui sont déjà exceptionnelles parce qu'elles ont accompli, d'accepter d'être ces féministes embêtantes. Parce que je pense qu'en quelque part, ce n'est qu'avec des féministes embêtantes qu'on arrivera à percer. On est arrivé dans plusieurs endroits à le faire. On arrive, par exemple, à avoir une certaine représentation paritaire dans bien des lieux. On arrive à exiger que des modes de fonctionnement prennent en considération les obligations familiales. Tout ça servira autant aux hommes qu'aux femmes éventuellement. Et de ce point de vue-là, je dirais que la seule chose qu'on peut faire, c'est du mentorat et du soutien, mais que il faut essayer qu'elle ne décroche pas, parce que à chaque fois qu'il y a un décrochage, effectivement, ça conforte les autres dans leur décision de ne pas s'en occuper. Et aussi, c'est un échec pour la personne qui le vit. Alors, pour moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est un peu ça que
j'évoquais aussi comme contour ou conjoncture dans lequel on évolue. Il y a tellement de progrès réalisés qu'il devient difficile d'imposer un discours ou d'imposer des pratiques qui permettraient de nouvelles avancées. Ouais. Et quand je parle d'égalité déjà là, ben, je suis sûre que cette jeune femme-là s'est déjà fait dire, mais de quoi te plains-tu? Déjà, on t'a Oui. accommodé. Déjà, on t'a permis de faire ça. Déjà, on a modifié nos pratiques pour tenir compte de. Mais dans une certaine mesure, c'est pas suffisant. T'as pas un peu Et pour moi, exagéré, là? ça, T'as eu c'est. 3 enfants. Oui, c'est ça. Les 2, ça n'aurait pas été assez? Non, je peux pas croire. Mais ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Moi, je suis enthousiaste à l'idée de présenter ce podcast aux gens qui nous écoutent actuellement. Il y a des messages très forts qu'on peut retrouver dans ce que vous dites. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question pour toi, sinon on pourrait... Oui, bien, Ouais, moi, en ouais. fait, je voulais te remercier, Oui. mais puis pour moi, un des messages, tu sais, quand je t'entends aussi l'importance de comprendre que ce n'est pas un problème de femmes. Oui, C'est un problème De de société. société. Oui. Et que tout le monde y gagne et que je n'ai... Parce que je suis une femme, ça ne devrait pas m'exclure d'emblée, dans notre cas, à une pratique sportive, peu Non. importe en tant que leader ou en tant que participante. Juste sur la base de mon sexe, là, ça marche pas. Là. Mais c'est pas un problème de femme. mais il y a aussi peut-être, et ça, moi j'ai plutôt travaillé là-dessus avec cette étudiante, c'est-à-dire la couverture médiatique qui est accordée aux femmes au sport. Je pense qu'il y a un travail à faire là, parce que évidemment, quand un sport ou une performance sportive d'une femme reçoit une couverture médiatique, ça amplifie d'abord le rayonnement de cette performance-là, mais aussi ça légitime ou ça valorise la pratique du sport et ça donne aussi des modèles. On le sait, ça commence en 76 avec Ben oui. la Nadia. jeune acrobate, Nadia Comaneci, mais Oui. paraît-il que le lendemain, il y avait je ne sais pas combien d'inscriptions dans les clubs Et un an plus tard, beaucoup de Nadia. d'acrobatie. Donc, mais la couverture médiatique, présenter aussi les femmes dans le sport de façon positive, tu sais, éviter la formule de une telle a perdu, alors qu'il faudrait peut-être mentionner qui a gagné plutôt que qui a perdu. Il y a des effets d'entraînement et en ce moment, on le sait, il y a vraiment une minorisation catastrophique de la couverture médiatique sur les femmes et le sport. Alors, moi aussi, je trouve que c'est un domaine qui permettrait aux jeunes femmes d'avoir plus de modèles devant elles, qui permettrait aux jeunes femmes de voir aussi qu'on peut aller au-delà du secondaire puis continuer la pratique sportive et qui valoriserait le sport féminin. Alors pour moi, c'est aussi un autre espace là, qui doit être considéré parce que les médias font partie des processus de socialisation. Absolument. Et les médias permettent de se rendre compte, si vous voulez, des nouvelles performances que sont capables de remplir les femmes, vous savez. Et dans une certaine mesure, dans la mesure où on ouvre les possibles, évidemment, les femmes iront de plus en plus loin. Pour moi, la place est à prendre, ça c'est certain. Que moi je le dise que les femmes n'ont pas assez de place dans les médias, c'est une chose. Que Guylaine le dise avec ses études, c'est une autre. Que vous venez mettre le clou sur le cercueil en disant ça n'a pas de bon sens ce qui se passe actuellement, ça c'est très fort, Francine Descaries. Merci infiniment d'avoir participé à ce balado sport. Pour quelqu'un qui disait, bon, pas trop être... vous êtes pas mal bien branché, je trouve, parce que ce que vous avez raconté, c'est exactement ce qu'on entend et avec la crédibilité que vous avez, ça donne beaucoup de poids à tout ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'était très agréable de vous voir, en tout cas. Oui, puis c'est agréable de vous entendre et de vous voir également. Glenn, c'était fantastique. Yes. Oui, merci beaucoup. Donc, on se revoit encore la semaine prochaine. Encore la semaine prochaine, parce qu'il y en a toutes les semaines. Et bien sûr, on invite les gens à aller faire un tour sur le site de conversation2021.ca. C'est exactement ça dont on va parler, la place des femmes dans le monde du sport. Les solutions à apporter. Et c'est certain qu'on va parler un peu de ce qui s'est raconté aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Alors, merci tout le monde. Merci Glenn. Merci Mme Descaries. Merci.